Bonjour, c'est Christelle Cronier. Vous venez en réunion avec moi, avec Franck Papazian, le président des groupes Media School, IPF et Élysée Alternance. C'est parti. Bonjour Franck. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'un groupe d'éducation précurseur. Est-ce que il suffit d'une idée pour créer une entreprise? Vous, j'ai compris que vous étiez à Publicis, que vous donniez des cours à des étudiants et que c'est à partir de là que vous vous êtes dit tiens, ça serait bien de faire une école qui puisse former les étudiants au monde professionnel. Oui, alors je pense qu'il faut plus qu'une idée, mais il faut une idée à la base, effectivement. Moi, j'étais à Publicis, je donnais des cours dans une école de communication. Et d'abord, premièrement, j'ai adoré intervenir et former des étudiants. Et puis, je me suis mis dans la peau d'un personnage qui avait pour vocation, pour objectif de créer l'école idéale. En fait, j'ai commencé à réfléchir en me mettant à la place des étudiants et en me mettant à la place des recruteurs. Et je me suis dit, en fait, quelle est l'école idéale, celle qui permet à des étudiants d'être le plus bankable possible, et celle qui permet en fait à des recruteurs en fait de recruter véritablement les compétences dont on a besoin dans l'entreprise. Donc je me suis dit, en fait, ce qu'il faut faire, c'est permettre aux entreprises, à celles qui recrutent, au monde industriel, de participer en fait à la création des centres de formation, des écoles, des structures d'éducation, pour pouvoir peser positivement en fait sur la création de parcours professionnels, d'écoles, de cursus qui permettent de répondre aux besoins du marché et de mettre sur le marché des jeunes qui ont les compétences qu'on attend d'eux en réalité. Et donc j'ai beaucoup travaillé, j'ai mis en place des comités de pilotage et puis à partir de là on a créé des écoles, des parcours, des formations qui répondaient vraiment aux besoins du marché. À partir du moment où le produit est adapté, où il est compétitif, où il est qualitatif, où il est séduisant, où il répond à des attentes, où en fait vous faites une promesse, mais très rapidement la promesse devient preuve, en réalité donc vous gagnez. Donc c'est un peu plus qu'une idée, c'est une logique, c'est un raisonnement, c'est une stratégie, et donc c'était il y a 20 ans. Votre stratégie de départ, finalement, c'était de favoriser l'emploi des jeunes et vous utilisez vraiment ça à fond, on va dire, dans vos écoles, puisque à travers le principe de l'alternance. Mon seul objectif, ma seule vocation, l'ADN du groupe, c'est de dire comment fait-on pour permettre à des jeunes d'aller vers l'emploi le plus confortablement possible. Donc ça passe effectivement par ce que je viens de dire, c'est-à-dire des formations qui répondent aux besoins du marché, ça passe par la consultation du marché, ça passe par la mobilisation des meilleurs intervenants qui sont tous des professionnels, donc qui font le marché, ça passe par une vraie mobilisation des jeunes pour leur faire prendre conscience que il y a ce qu'on leur donne, mais il y a aussi leur comportement en face, c'est 50-50 qui fait qu'en réalité ils sont réceptifs à la formation et au parti pris pédagogique et professionnel qui est le nôtre. Et puis effectivement, pour mettre tous les atouts de notre côté, on a mis en place des formations en alternance. Pareil sur les formations en alternance médias, marketing, com, événementiel, marketing sportif, marketing du luxe, transition écologique et solidaire. On a mis en place des cursus 4 jours en entreprise, 1 jour à l'école, ce qui permet à nos jeunes de sortir sur le marché après l'école avec déjà 2 ans d'expérience professionnelle. Concrètement, comment on fait en fait quand on a cette idée d'entreprendre au départ et plus qu'une idée, vous m'avez dit. Au départ, vous avez investi en fonds propres avec des amis qui sont venus vous aider. Comment est-ce que vous avez été accompagné par des mentors? On travaille beaucoup la préparation de la création d'entreprise, beaucoup.
c'est-à-dire qu'on est carré sur le parti pris, je dirais pédagogique du projet, parce que c'est quand même de la pédagogie avant tout, c'est des aventures humaines, on forme des jeunes, on les prépare à leur avenir, à leur vie, il y a le financement des parents, donc on est vraiment dans une dimension très très humaine, la plus humaine possible en réalité. Donc ça nous donne une responsabilité. À partir du moment où on s'engage sur ce marché-là, sur ce secteur, ça nous donne une responsabilité. Donc on doit être très préparé et il n'y a pas de place à l'improvisation. Donc c'est une préparation maximale, en réalité maximale. Ensuite, on met en place le plan de développement avec le business plan. Il se trouve que moi, j'avais pas de fortune personnelle, mais j'ai sollicité personne au départ. C'est-à-dire que j'avais pas la confiance des banques. C'est normal, je leur reproche rien du tout. Je voulais pas de fonds d'investissement et je voulais être indépendant parce que je considérais que quand on se crée, on doit se créer avec ses propres convictions et on doit assumer les difficultés qu'on rencontre et ça parce que ça vous rend plus fort. Les difficultés, surmonter le parcours d'obstacles qui est un parcours d'obstacles assez dur, ça vous rend plus fort. Et donc, non, j'ai travaillé, j'ai financé moi-même le développement de mon entreprise. Et puis, au bout d'une dizaine d'années, là, j'ai eu effectivement le concours des banques qui ont participé au développement de Media School. Qu'est-ce que vous avez dû apprendre le plus en fait sur le chemin qui vous semble qui vous manquait peut-être au départ? Je crois que vous étiez directeur de clientèle chez Publicis. Donc j'imagine que tous les autres métiers que doit faire un entrepreneur, vous avez dû l'apprendre comme tous sur le terrain? Ah oui, moi j'étais plutôt un homme business et marketing, un homme de communication, pas un gestionnaire. Et donc j'ai dû apprendre effectivement la gestion d'une entreprise, la gestion d'une entreprise, la gestion des ressources humaines d'une petite entreprise qui a beaucoup grossi, parce qu'on était 5, on est 300 aujourd'hui, plus des centaines d'intervenants. Donc il a fallu également que j'apprenne la montée en puissance d'une entreprise, aussi bien au niveau du nombre de collaborateurs, donc au niveau des RH, que de la structuration de chacune des parties de l'entreprise, RH, marketing, IT, business, gestion, comptabilité, finance, mais également qualité, normes, etc. Donc il a fallu que je mette tout ça en place. J'ai beaucoup appris en faisant. Probablement que je me suis trompé également, mais c'est le prix de la liberté. C'est-à-dire que moi je tenais beaucoup à ma liberté parce que j'avais des convictions en termes de développement pédagogique et professionnel. Je suis content parce que je me suis pas trompé en tout cas par rapport au fond en fait de mon groupe. J'ai réussi à amener le groupe au-delà de ce que j'espérais, au niveau de son ADN, de ses racines, de la qualité de l'enseignement, de notre capacité à mettre un maximum de jeunes sur le marché de l'emploi aujourd'hui, et parce que j'ai beaucoup axé un sujet qui a été mon sujet de départ, mon parti pris de départ, c'est la professionnalisation des études. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'avais constaté il y a 20 ans que ce qui manquait, c'était le lien entre l'école et les entreprises. Et donc moi j'ai dit, mon parti pris, ma priorité, ça va être de lier nos écoles aux entreprises. De lier les entreprises donc, qui recrutent, en fait, à tout un vivier de jeunes qui, à un moment donné, vont solliciter ces entreprises sur le plan professionnel. Aujourd'hui, on se trouve un peu dans un schéma inverse, où les entreprises cherchent, en fait. On a des problèmes d'employabilité, on a des problèmes de ressources humaines, et les entreprises doivent être de plus en plus séduisantes, en fait, pour chercher les bons profils. Et donc là, là où on avait des difficultés à placer nos jeunes dans les entreprises, on n'a plus aucune difficulté,
Donc du coup, on rassemble les entreprises autour de nous, on a créé un club des grands partenaires et on a créé une plateforme qui s'appelle Media School Carrière, et donc on aide les entreprises à recruter nos profils. Et donc être dans les deux positions a un véritable intérêt. Le dénominateur commun, c'est que on favorise l'emploi. On favorise l'emploi pour nos jeunes et on favorise l'emploi pour les entreprises. Est-ce que l'une des clés de votre succès aussi, c'est finalement à chaque fois de surfer en se disant qu'est-ce que va être le monde de demain? C'est ce que vous faites finalement en vous diversifiant sans cesse. Vous avez créé l'école du management sportif avec Teddy Riner, la formation Green Management School avec Audrey Pulvar, le Talent Management School spécialisé dans les métiers des ressources humaines. Maintenant, vous êtes dans le métaverse. On vous arrête plus? Oui, je pense que c'est l'intérêt en fait d'un groupe moderne, un groupe du 21e siècle, un groupe d'éducation du 21e siècle, c'est de toujours être sur ces sujets de progrès et d'innovation. C'est-à-dire que le monde bouge tellement que si vous n'êtes pas dans l'innovation, en fait, vous ne servez pas l'industrie, vous ne servez pas vos étudiants. Aujourd'hui, nous, on est dans cette diversification parce qu'il y a un gros appel de la part de l'économie française pour former de nouveaux talents, les talents du 21e siècle, les talents qui vont permettre effectivement aux entreprises de continuer à performer. Et donc nous, on offre à nos étudiants, à nos publics, à tous ceux qui nous font confiance, des formations innovantes sur des secteurs en tension, où il y a des besoins, et surtout, ce serait insupportable d'être à la traîne. Je dirais qu'on a quand même une réputation à tenir, Media School. On a la réputation d'être le groupe qui a le plus innové et qui s'est le plus développé au cours de ces dernières années, y compris en faisant l'acquisition de médias, d'événements, pour créer un écosystème qui finalement, nous sommes devenus des producteurs de contenu à l'adresse de nos étudiants, producteurs de contenu à l'adresse de nos lecteurs, puisqu'on a Stratégie, CB News, le journal du luxe, et producteurs de contenu finalement auprès du monde des dirigeants, puisqu'on a également l'IMM qui est une structure de formation des cadres dirigeants, des leaders en France. À 15 ans déjà, vous lisiez tous les journaux 3 heures par jour. C'est de là en fait que finalement a découlé tout votre parcours. Moi, j'étais très curieux en fait. J'étais très curieux et tout mon argent de poche passait justement dans l'achat des journaux. Tous les jours, j'allais acheter les journaux, je lisais, j'écoutais beaucoup les informations. À l'époque, il n'y avait pas les chaînes d'infos, mais malgré tout, j'étais devant le 20h, le 13h, etc. À la radio aussi beaucoup. Et donc, j'étais très, très curieux comme jeune garçon. Et c'est ce qui m'a forgé, c'est ce qui a forgé mon identité et ma volonté d'entreprendre. Est-ce que quand on entreprend, c'est important de trouver vraiment sa raison d'être et d'avoir un engagement particulier? Alors vous, votre histoire est particulière, hein, vos grands-parents ont fui le génocide arménien, vous êtes très engagé dans une société pour les droits de l'homme sur le plan, on va dire, international. Est-ce que c'est important de savoir se dresser quand on est entrepreneur dans une société quand les droits de l'homme peuvent être mis à mal quelque part, comme avec le cas Erdogan en Turquie? Oui, je pense que ça montre que vous avez des valeurs et je me suis beaucoup interrogé en fait sur la compatibilité entre mon engagement professionnel et mon engagement autour des valeurs que je défends. Et en fait, je n'ai rencontré que des encouragements de la part de tout mon réseau professionnel qui était étonné justement qu'on puisse consacrer ce temps-là à la défense de valeurs. Et je trouve que c'est important que des entrepreneurs ne soient pas uniquement focusés sur la création de leur entreprise, mais qu'ils puissent également participer, je dirais, à la vie de la cité avec des engagements forts comme celui de la défense de valeurs. Je trouve que ça permet également à la
création de l'entreprise en question, d'être assez typée et d'être citoyenne. Et ça, je crois que c'est important. L'engagement, c'est pour moi la valeur cardinale qu'on doit avoir. On doit être engagé auprès de causes. On a notre vie professionnelle, celle à laquelle on est dédié pour notre développement personnel, mais je pense qu'on doit aussi penser aux autres. Et l'engagement, c'est souvent pour penser aux autres. C'est important. C'est ce que vous exprimez dans votre livre sur le cas Erdogan. Alors je rappelle pour ceux qui ne le savent pas ou ne s'en souviennent plus qu'en 1920, le traité de Sèvres avait prévu la création d'un État kurde et d'un État arménien sur une partie des territoires actuels de la Turquie et que historiquement, la Turquie n'a jamais accepté de reconnaître cette réalité. Vous vous êtes beaucoup engagé donc là-dessus et ça vous a même finalement causé des problèmes personnels dans le sens où actuellement vous ne pouvez plus vous rendre en Arménie. Est-ce que du coup ça aussi, le fait de vous engager, même si c'est important pour un entrepreneur, est-ce que c'est pas venu aussi vous mettre des bâtons dans les roues côté professionnel? Côté professionnel, non. J'ai vraiment pu bénéficier de la bienveillance de mes collaborateurs et de tous les partenaires professionnels qui étaient assez étonnés que, au lieu de passer mon temps uniquement à développer mon entreprise et donc ma réussite personnelle, une partie de ce temps-là, qui est une partie non négligeable, je le passe aussi à défendre une cause, je le passe à défendre des valeurs, et donc ça a plutôt été salué. Après, l'engagement qui est le vôtre vous crée un certain nombre je dirais de soucis. Parce que même c'est normal puisque vous vous engagez, vous devenez un homme public et donc vous avez des ennemis ou des adversaires, en tout cas des gens qui se mettent en travers de votre route. Je considère que c'est la règle du jeu, je m'en offense pas. Je défends une cause, je défends des valeurs. Il faut accepter qu'en face, vous ayez des gens aussi qui soient pas d'accord avec vous et qui essayent de vous empêcher de progresser. Tant qu'on en est là, c'est la règle du jeu démocratique. Après, les choses se compliquent lorsqu'on utilise des moyens qui sont non démocratiques. L'idée, c'est donc de remettre finalement une touche d'humanité dans son parcours d'entrepreneur, dans le parcours de chacun. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous, en fait, a posteriori, comme ça, sur votre parcours d'entrepreneur? Ça a été le financement. On en a parlé un peu tout à l'heure. Moi, je suis parti sans financement, sans fortune personnelle. Donc, il a fallu que je m'adapte, mais ça a été très, très difficile. Je pense pas que je le recommencerai, cette aventure-là, de cette manière-là. Je pense que partir effectivement avec le fonds de roulement nécessaire pour assurer le besoin de trésorerie qui est important pour le développement de votre entreprise, c'est quand même plus raisonnable. Après, moi, j'ai fait différemment, mais je conseille pas aux jeunes entrepreneurs de prendre mon exemple. Aujourd'hui, c'était pas le cas il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a des moyens de lever des fonds plus facilement qu'avant. Avant, on n'avait pas tout cet écosystème de business angel qui investissent, qui mettent des tickets dans des projets, dans des entreprises, etc. Donc aujourd'hui, c'est très très courant. Ça fait partie du financement, à côté du financement bancaire et des fonds d'investissement, ça fait partie du financement des entreprises. Donc je pense que pour un entrepreneur, un jeune entrepreneur qui a une belle idée, qui a travaillé son business plan, qui a travaillé je dirais l'identité de son entreprise, qui a mis en place ses étapes de développement, son business plan à 3 ans et son plan de trésorerie sur un secteur qui est un secteur attractif, cet entrepreneur n'a pas de difficulté à lever des fonds aujourd'hui. Il y a vraiment tout un écosystème qui est dédié à ça. Après, c'est vrai que quand une entreprise est adossée à des valeurs, quelles que soient les valeurs, eh bien, des valeurs positives, ça peut être effectivement des engagements pour les droits de l'homme, ou ça peut être effectivement des engagements
sur l'environnement, des engagements RSE, ou ça peut être des engagements humanitaires en faveur de l'enfance, etc. Nous, par exemple, à un moment donné, on a aussi beaucoup aidé la cause de l'enfance, ce qui n'a rien à voir avec l'Arménie, mais sur les enfants... on avait parrainé une association, et on n'était pas du tout riche à l'époque, on avait parrainé une association qui prenait en charge les problèmes cardiaques des enfants, des nouveau-nés en fait. Donc c'est important de se soucier des autres. C'est ce que on essaie d'inculquer aussi aux jeunes. Comme vous me parlez d'enfants justement, est-ce que aujourd'hui vous avez le sentiment, professionnellement, d'avoir atteint ou approché votre rêve d'enfant? Je pense pas qu'enfant je rêvais d'être entrepreneur. Pour être tout à fait honnête, je pense que c'est une envie qui m'est arrivée assez tard. Moi j'ai entrepris à l'âge de 37 ans, ce qui est assez tard. En fait, j'ai fait mon expérience professionnelle d'environ 12 ou 13 ans avant, dans des grands groupes, et puis j'ai entrepris une fois que j'étais arrivé à maturité, une fois que j'avais réussi à avoir un bon projet, un projet que je considérais comme étant suffisamment mûr pour me lancer. Je suis pas un entrepreneur qui sort d'HEC à 24 ou 25 ans et qui réussit à lever quelques millions et qui va mettre en place son projet entrepreneurial. Donc c'était pas forcément mon rêve d'enfant. Mais je dirais que c'est un rêve d'adulte. Et on a le droit d'avoir des rêves quand on est adulte, non? C'est un rêve d'adulte, voilà. Merci Franck. Merci beaucoup, merci. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres.